On est good, et bah c'est parti. Bienvenue dans cette tier list de tous les films que j'ai pu voir en 2024, sortis en 2024. Plutôt que de faire un top traditionnel, je me suis dit que j'allais faire une tier list. Comme ça, j'allais pouvoir parler de tous les films, en essayant d'être un peu rapide à chaque fois, de pas vous laisser 10 minutes sur chaque film, parce que sinon la vidéo va être longue. Je pense la faire en deux parties, pour pouvoir faire deux parties courtes, et pas juste une grosse vidéo énorme. D'un autre côté, moi ça va me permettre d'avoir plus de temps pour le montage et pour peut-être rattraper des films entre temps, entre les deux parties. Bien évidemment, tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne concerne que moi et mon avis personnel, mais si vous avez d'autres avis sur les films dont je vais parler, ou bien s'il y a des films qui vous ont marqué et que je vais pas mentionner, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à dire pourquoi ça vous a plu, pourquoi ça vous a déplu, de manière constructive, bien évidemment. Là, vous voyez les catégories que j'ai fait pour cette tier list. Vous avez la catégorie incroyable, tout en haut, bien évidemment, des films exceptionnels qui auront marqué mon année. En dessous, vous avez excellent moment / film, parce que le cinéma, c'est de la culture et du divertissement, donc un film peut être une mauvaise œuvre culturelle, mais un bon divertissement, à ce moment-là, comment tu juges le truc ? Ça dépend, je pense, de la sensibilité de chacun, mais pour moi, un film qui a des défauts d'un point de vue technique peut quand même être un bon film, parce qu'il m'a fait passer un bon moment. C'est mon point de vue. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de le partager. Vous allez voir, je pense que ça va revenir souvent dans ma manière de parler des films, de parler à la fois de l'aspect technique, de l'aspect artistique, mais aussi de l'aspect plus appréciation du film en tant qu'outil de divertissement. On a la catégorie « C'était bien ». Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur cette catégorie, c'était bien, c'est un bon film que je peux conseiller aux gens. Ensuite, il y a une catégorie avec un nom très long, mais où j'étais obligé de le mettre parce que je sais qu'il y a au moins 2 films qui rentrent là-dedans. C'est la catégorie artistiquement, c'est intéressant, mais sinon, c'est pas mon délire. C'est-à-dire, comme je viens de le dire avec le côté objet artistique et le côté outil de divertissement, eh bien, artistiquement, le film, ça se voit qu'il pète la classe, qu'il est incroyable, qu'il est bien réalisé, qu'il y a des bonnes idées, etc., etc. On y reviendra quand je parlerai des films en question. Mais il y a des choses qui me chiffonnent un peu et qui font que c'est pas ma sensibilité, c'est pas mon délire en fait, comme je le dis dans la catégorie. Ensuite, il y a la catégorie C'est des films où, en fonction des gens que j'ai en face, je vais pas forcément les conseiller. Je vais pas forcément dire waouh, c'était génial, machin, tout. Ou bien même par rapport à tes goûts, machin. Je vais hésiter un peu, quoi. C'est de l'hésitation, c'était pas bien, mais c'est pas horrible aussi. Très mitigé. Et enfin, la catégorie, c'est non. La catégorie c'est non, bon bah c'est les films que j'ai le moins aimé cette année, où je vois pour certains quasiment que des défauts. Vous allez voir, il y en aura dans cette catégorie, bien évidemment. Un point que j'ai pas précisé et que je vais préciser. Dans chaque catégorie, je ne vais pas faire de classement à l'intérieur des catégories. C'est-à-dire, si je mets 4 films en incroyables, c'est pas le plus proche du titre de la catégorie, c'est mon numéro 1, puis 2, puis 3, puis 4. Non, ils sont tous incroyables, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de podium, il n'y a rien. Ok, vous voyez juste en dessous un échantillon des films que j'ai pu voir cette année. Comme je l'ai dit, vu que je le fais en 2 parties, il y a des chances que je rattrape certains films entre temps. Enfin bref, tout ça pour dire que la liste est amenée à évoluer entre les 2 parties, c'est normal. Par quoi je vais commencer ? Dans tous les cas, si jamais il y a des films qui vous intéressent plus que d'autres, je vais mettre un chapitrage avec chaque film. Je vais essayer de pas passer plus de 2-3 minutes par film, ce qui ferait déjà une vidéo d'une demi-heure à peu près, voire plus. Donc je vais essayer d'être concis, rapide, efficace. Déjà cette intro est beaucoup trop longue. Allons-y. On va commencer par, tiens, un film qui est sorti il y a pas si longtemps, Gladiator 2. Il y a beaucoup de choses à dire sur Gladiator 2 en vrai. Déjà le premier Gladiator, je l'ai rattrapé assez tard, et franchement c'est une grosse claque le premier Gladiator. Voilà, moi ça m'a énormément plu, et il y a beaucoup de qualités du 1 qui se retrouvent pas dans le 2. Il y a moins d'iconisation du personnage. Pour moi, Paul Mescal, passer derrière Russell Crowe, c'est compliqué. À vrai dire, je trouve qu'il y a pas mal de personnages secondaires qui sont plus intéressants que ce nouveau héros. La musique, bon, globalement c'est la même que dans le premier, il n'y a pas forcément de changement bouleversant, mais j'ai trouvé qu'en matière de rythme, en matière de scènes de bagarre, certes anachroniques,
d'accord, bon. S'il y a quelques anachronismes, bon, ça m'a pas sorti du truc. Et en plus, je les connaissais déjà à l'avance, je m'étais un peu renseigné, puisque il y a eu pas mal d'articles sur le fait que, il y ait des incohérences historiques. Mais moi, j'y allais pour le divertissement et l'histoire qu'on allait me raconter. L'histoire, pour le coup, elle est un peu comme dans Gladiator 1, c'est-à-dire une intrigue sur le personnage principal et une intrigue plus politique en second plan. Sauf que là, j'ai trouvé que l'intrigue politique était beaucoup plus forte, avec le personnage notamment joué par Denzel Washington, qui est un des meilleurs personnages de l'année, globalement. J'ai adoré le personnage de Denzel Washington. J'aurais pu aussi beaucoup apprécier le personnage de Pedro Pascal, mais ceux qui ont vu le film comprennent que j'aurais pu l'apprécier plus que ça, mais que je suis sur ma faim, on va dire. Au final, Gladiator 2, c'est un bon divertissement, beaucoup plus sanglant que le premier et moins impactant que le premier. Après, les scènes d'action m'ont quand même convaincu globalement, à part quelques CGI d'animaux un peu chelous. Globalement, le film est ok sur plein de sujets et bon pour ses personnages secondaires. En défaut, je mettrais donc le personnage principal, qui a peut-être un peu trop de poids sur les épaules par rapport à l'héritage du premier, et le fait que sa storyline passe un peu au second plan, tant j'ai trouvé que l'intrigue politique était bien amenée et bien gérée par le personnage interprété par Denzel Washington. Globalement, Gladiator 2, j'en suis pas sorti triste, déçu de l'avoir vu, je le mettrais dans c'est bien. Gladiator 2, c'est bien. C'est, à mon avis, c'est bien. Ensuite, partons sur... Beetlejuice. C'était un bon moment, Beetlejuice. Un bon moment où j'ai trouvé que le casting avait l'air de s'amuser, il y a eu des vannes qui ont bien fonctionné, le film est assez graphique par moments, et un peu un énorme hommage au premier sur plein de points, notamment sur les scènes où ça chante. Non, j'ai bien aimé Beetlejuice. J'ai eu la chance de le voir dans de très bonnes conditions, en plus. Tout l'univers, tous les nouveaux personnages, le personnage de Willem Dafoe qui est génial. Par contre, il y a une intrigue avec un personnage méchant qui se résout un peu vite, je trouve, alors qu'elle aurait pu durer tout le long du film et être bien plus intéressante que l'intrigue finale qu'on nous donne. Peut-être que pour le coup, c'est un peu au niveau de l'histoire que ça pêche sur Beetlejuice. Mais au niveau esthétique, le film est très cool. Au niveau de l'acting, le film est très cool. Mais c'est vrai qu'en y sortant, tu te dis... peut-être qu'il y avait moyen de faire encore un petit peu mieux. Et surtout, en repensant au film après, à aucun moment je me suis dit c'était excellent, c'était bien, c'était un bon moment, c'était drôle, amusant, mais il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose pour que je le fasse passer dans la catégorie excellent moment. Donc Beetlejuice, et restera dans c'était bien. Ok, c'est bien, j'en ai mis 2 dans la catégorie c'était bien, maintenant il me faut un où je vais mettre dans une autre catégorie et je vais me pencher vers le salaire de la peur. Juste là, film Netflix français, avec un casting français, Franck Gastambide, Fianso, Alban Lenoir, Anna Girardot, et qui est un remake d'un film des années 50, qui est un classique du cinéma que je n'ai pas vu, mille excuses, et où beaucoup de gens avaient peur. Avant sa sortie, quand il a été annoncé, avec le casting qui a été annoncé, le fait que ce soit un film Netflix et qu'il y a beaucoup de gens qui soient anti-Netflix, donc naturellement ils vont dire c'est Netflix, c'est de la merde. Je comprends pas trop le raisonnement, mais it's ok. Donc les gens ils sont allés sur la pointe des pieds et les premiers retours ont été vraiment mauvais. Je me suis dit, ça m'intrigue, la bande-annonce m'a globalement intrigué, puis le casting j'avais envie quand même de voir comment ça fonctionnait. Du coup j'ai lancé le film, et je vais le mettre là en fait. Et il n'y a pas de débat avec la catégorie dessus ou quoi que ce soit. C'est non. c'est non. Le salaire de la peur, pour moi, ça fonctionne pas. Le casting ne fonctionne pas, il n'y a pas d'alchimie, il n'y a pas d'attache avec les personnages. Les enjeux, on essaye de nous les jeter à la gueule en fait. Regardez comment il y a de l'enjeu dans le film. Je trouve que le rythme est lent et on s'ennuie un peu, alors que c'est un film d'action. Et c'est même pas... En fait, ça pourrait être un peu nanardesque, et à ce moment-là, ce serait drôle. Et je l'aurais peut-être fait passer dans parce qu'au moins j'aurais pu le conseiller à des gens qui voudraient passer un moment rigolo entre potes. Mais là c'est même pas drôle, enfin, y a rien qui, pour moi il y a rien qui fonctionne. La musique est pas marquante, y a des twists, bon j'imagine qu'ils étaient là dans l'histoire de base, mais des personnages qui décèdent,
bon bah ok, c'est là. Non, pour moi, le salaire de la peur, ça, y a rien qui fonctionne en fait. Y a rien qui m'a eu, y a rien qui m'a pris. À aucun moment, je me suis senti vraiment dans le film, embarqué dans l'histoire. Non, je peux pas vous conseiller le salaire de la peur en tout cas. À part si vous êtes curieux et que vous avez envie de vous faire votre propre avis, comme je l'ai pu le faire après avoir vu les premiers retours critiques, mais j'ai pas passé un bon moment devant le salaire de la peur, je me suis vraiment ennuyé. Je pense que le casting, ils ont tous fait des rôles bien meilleurs, ils ont tous fait des œuvres bien meilleures. Pour ma part, ni en tant que divertissement, ni en tant que film artistique, ça m'a plu. Dans aucun cas, je me suis senti devant quelque chose qui me plaisait, et c'est pour ça que je le mets dans ces noms en fait. C'est ciao le salaire de la peur. Enfin voilà. Maintenant, passons à Civil War. Civil War, donc ça fait déjà un moment que c'est sorti et que je l'ai vu, mais je sais que j'ai passé un très bon moment devant Civil War. Pour ceux qui connaîtraient pas le film Civil War, c'est l'histoire de photographes de guerre dans un monde fictif où en fait il y a une guerre civile aux États-Unis. Et du coup, c'est des photographes de guerre qui vont être sur le terrain, forcément, au plus près des interventions. Et c'est tout un film qui tourne autour de ça. J'ai trouvé ça très intéressant comment la photographie était amenée dans le film. Le film, de temps en temps, dans son montage, va caler des photographies, et du coup, ça va inscrire le moment dans ta tête à toi qui regarde le film. Et tu comprends, sans que ce soit matraqué dans le film, ou sans que ce soit vraiment imposé par le film dans son discours, que, bien évidemment, la photographie de guerre et les photographes de presse, c'est ultra important dans la manière de témoigner et d'amener des choses aux gens qui ne vivent pas les conflits. Là-dedans, je trouve que le casting est très fort. On a beaucoup parlé d'une scène avec Jesse Plemons après la sortie du film. La scène fonctionne très bien. Il amène beaucoup de tension et beaucoup de moments dans le film, en fait, on sait pas trop où il nous emmène et on sait pas trop ce qui va arriver. Et ça crée un peu une tension palpable tout au long du film, où tu te dis à tout moment ça peut partir en vrille. Il me semble que le film n'utilise pas beaucoup de musique, et je trouve que le choix est bon. De souvenir en tout cas, il n'utilise pas beaucoup de musique. Il y a beaucoup de plans qui sont vraiment très beaux, la photographie du film est réussie, à mon avis, et c'est un récit que j'ai apprécié suivre. En plus, on suit cette petite bande du coup de photographes de guerre qui se créent un peu contre le cours du récit. Les uns et les autres du coup se rapprochent, et ça crée une petite bande qu'on va suivre jusqu'au cœur du conflit. Et c'est un film qui veut raconter beaucoup de choses, mais qui n'en fait pas des caisses, et qui reste juste constamment dans sa manière d'aborder le récit. Donc, pour tout ça, pour le côté artistiquement très réussi et pour le côté immersion qui moi m'a eu, Civil War, ça va être le premier à aller dans les films excellent moment. Et puis aussi le côté, ça traite de photographie, et c'est vrai que la photographie c'est quelque chose que je trouve très cool, et j'ai trouvé ça super d'en traiter au cinéma de cette manière, notamment. Ensuite, je regarde les films et on va parler de Sans un bruit, premier jour. Enfin, Sans un bruit, jour 1 en français. Alors, la saga Sans un bruit, je l'aime bien. Je suis pas trop film d'horreur, encore moins quand il y a des screamers, donc je ne devrais pas l'apprécier. Pourtant, les deux premiers films, je les ai trouvés très sympas. Sans un bruit, jour 1, à mes yeux, c'est peut-être le plus faible des trois, sans pour autant être un mauvais film. Il reprend la recette qui fonctionne dans les deux premiers, en créant des moments de tension où justement tout le concept du film, c'est des aliens qui sont très sensibles au bruit, qui envahissent la Terre, et du coup, le film est très souvent très silencieux, jouant sur une ambiance sonore particulière. Donc Sans un bruit jour 1 joue là-dessus, sur cette ambiance particulière, et pour autant, c'est peut-être le moins horrifique des trois, malgré une scène dont je me rappelle de tension, avec pareil le personnage de Joseph Quinn et un chat. Ceux qui ont vu le film voient sans doute de quelle scène je parle. D'ailleurs, en parlant de Joseph Quinn et de Lupita Nyong'o, donc le duo d'acteurs principal du film, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, ils sont très crédibles, mais en même temps, c'est deux acteurs qui sont globalement bons dans tout ce qu'ils font. Je suis très content de voir Joseph Quinn multiplier les rôles après son rôle dans Stranger Things, où il m'a vraiment bien marqué, comme beaucoup de gens d'ailleurs je pense. Et Lupita Nyong'o, dans tout ce qui est film d'horreur, à chaque fois elle excelle, et là, sans en demander trop, elle reste vraiment très juste dans sa manière de jouer. Bien évidemment, le film n'est pas plein de musique, ça s'appelle Sans un bruit, mais l'ambiance sonore est réussie comme à chaque fois. C'est juste que j'ai trouvé qu'en termes de moments horrifiques et de moments de tension, j'ai globalement été plus tendu en voyant les deux premiers films qu'en voyant le troisième.
qui joue un peu plus sur l'environnement et sur peut-être plus la solitude des personnages dans un environnement qui se voulait il y a quelques heures ou quelques jours grouillant de monde. Comme c'est un bon moment quand même, je vais le mettre dans C'était bien. Je vais boire un peu de thé parce que... Je papote. Ok, on continue. Cette fois-ci, je vais prendre Anora, le premier dans la liste. Anora. Alors, Anora, c'est la Palme d'Or du Festival de Cannes de cette année, réalisé par Sean Baker, qui a récemment réalisé The Florida Project et The Red Rocket. Et Anora, donc Palme d'Or à Cannes, ça parle d'une fille qui travaille dans un bar de stripteaseuse aux États-Unis et qui va rencontrer un riche jeune homme russe. Ils vont entamer une relation et cette relation va emmener plein d'embûches et de mésaventures. Anora, c'est compliqué. Anora, je sais qu'il y a plein de gens qui sont à fond sur le cinéma et qui ont bien apprécié. Moi, je suis un peu mitigé. En fait, j'ai l'impression que le film essaye de raconter plein de choses, mais qu'au final, il raconte pas grand chose. C'est-à-dire qu'à la fin des 2 heures de film, j'ai eu l'impression que le film aurait pu être résumé en peut-être 3/4 d'heure. Il y a tout un passage de chat et de la souris au milieu du film qui pour moi se répète et essaye de mettre une dimension comique au film, j'ai l'impression, avec ces personnages un peu qui se veuillent des bandits mais qui en fait sont ridicules, et ça a pas vraiment marché sur moi. C'est-à-dire que au moment où il y avait des phrases drôles ou au moment où il y avait des situations drôles, au lieu de rigoler, je me suis dit là j'aurais dû rire. Donc déjà rien que ça c'est plutôt mauvais signe. Mais pour autant en fait je peux pas dire que c'est un mauvais film, parce que ça joue bien, tu vois qu'artistiquement il tente quand même de faire des plans qui sont vraiment beaux. C'est Sean Baker, il est quand même un peu reconnu pour son travail, et puis il a eu la Palme d'Or donc c'est quand même pas pour rien. Mais j'en suis sorti un peu mitigé, c'est-à-dire que je vois les qualités du film au niveau de la réalisation, au niveau de l'acting, au niveau des plans en boîte de nuit ou dans les clubs. Moi c'est le genre de plan que j'aime bien esthétiquement, mais pour ce qui est du récit, pour ce qui est de ce qu'on a voulu me transmettre et pour ce qui est de l'immersion, etc. Mais puis en plus, même si le casting joue vraiment très bien, tous les différents rôles sont vraiment très bien interprétés, les personnages sont vraiment très agaçants, surtout les personnages principaux. Et d'un côté, le fait qu'ils m'agacent, c'est bon signe parce que ça veut vraiment dire que ça a été bien joué, mais moi ça m'a pas aidé. Donc Anora, je vais pas dire que c'est un mauvais film, je vais pas le mettre dans c'est non, je vais le mettre dans... Mais je suis pas déçu de l'avoir vu. Il m'intriguait parce que Palme d'Or, forcément, j'étais plutôt intrigué. Il m'intriguait aussi parce que une vieille dame me l'a conseillé. Une vieille dame m'a conseillé Anora. Si vous regardez Anora, pensez qu'une vieille dame me l'a conseillé. Plutôt surpris en découvrant le film que cette vieille dame l'avait vu. Mais voilà, Anora, je le mettrais dans... Ah, et d'ailleurs, si vous comptez regarder Anora, ne le regardez pas en famille. Alors, pour la suite, lequel vais-je choisir? Tiens, on va passer sur Le Robot Sauvage. Alors, on me l'a beaucoup vendu au moment de sa sortie. Le Robot Sauvage, donc un film d'animation réalisé par les studios DreamWorks. On me l'a beaucoup vendu au moment de sa sortie pour le fait que ce soit un film qui joue beaucoup sur les émotions, qui a une très belle musique, que l'animation est vraiment top. Bah ouais. Les trois. L'animation est vraiment très belle, l'histoire qu'on nous raconte est très mignonne, bon, un peu prévisible par moments, mais elle reste très mignonne, adaptée à la fois pour les enfants et pour les adultes. Il y a vraiment un double discours sur l'enfance et la manière dont l'enfance s'envole, et d'un autre côté, les parents qui parfois comprennent pas trop comment réagir et comment faire dans cette situation. C'est ça qui pour moi est vraiment intéressant dans ce genre de film d'animation, c'est que ça parle à tout le monde, et du coup peu importe l'âge auquel tu vas voir le film, il va résonner d'une manière différente. Donc ça c'est sublimé par l'animation qui est vraiment top et il n'y a rien à redire, par une musique qui oui fonctionne très bien, et par des moments d'émotion qui m'ont touché. Alors vu qu'on me l'a beaucoup vendu auparavant, je m'attendais justement à être encore plus touché que ça. Au final quand même bon, voilà, ça m'a fait son petit effet. À la fin de la séance, ça m'a fait l'effet du je reste dans ma chaise, je ne pense à rien, juste j'apprécie le moment que je viens de passer. Vraiment, je pense que j'ai pas vu de meilleur film d'animation cette année. Tout simplement. Donc, Le Robot Sauvage, ça va aller dans excellent moment, excellent film. Je le mettrai pas dans incroyable, je sais que beaucoup de gens le mettraient dans incroyable, mais
Moi, je m'arrêterai à excellent moment, excellent film. D'ailleurs, Le Robot Sauvage est les deux, à la fois un excellent film et un excellent moment. Donc je peux que vous le conseiller. Vraiment, Le Robot Sauvage, foncez. Mais il y a des films qui m'ont plus marqué, qui sont plus ancrés en moi et qui sont sortis cette année. Bien, je vais essayer de faire un truc, c'est-à-dire d'être très concis sur 2-3 films que je vais mettre dans C'était bien. Allons-y. Dans C'était bien, je vais mettre Dali, un film de Quentin Dupieux qui est sorti en début d'année, qui est très loufoque et barré comme tous les films de Quentin Dupieux, avec plein d'acteurs qui vont interpréter Dali, un récit dans le récit qui en fait est dans un énorme récit, c'est un bordel sans nom. Il y a eu des moments plutôt drôles quand même, et l'interprétation de tous les acteurs, tu sens qu'ils se sont bien amusés en jouant dans ce film, mais le film n'est pas accessible pour tout le monde, et j'avoue qu'il y a des moments où je me suis dit c'est un peu too much, mais globalement le film est plutôt rigolo. Si tu veux passer 1 heure en te vidant la tête et l'esprit en pensant à pas grand chose et en voyant juste une œuvre s'exprimer devant toi, Dali ça peut être une bonne idée. Donc c'était bien. Ensuite dans C'était bien, je vais mettre Blue et compagnie, un film en prise de vue réelle et avec des petits personnages animés comme un peu à la Roger Rabbit. Blue et compagnie, c'est l'histoire d'une fille qui peut voir les amis imaginaires des gens et qui va du coup être embarquée dans des aventures liées à ses amis imaginaires et au fait que leurs enfants aient grandi et que maintenant ils sont dans la vie active et qu'ils n'ont peut-être plus besoin de leurs amis imaginaires. Ce qui résume le film, c'est que c'est plutôt mignon et good vibe. C'est un film qui, je pense, se veut surtout pour les enfants, mais qui n'est pas inaccessible et inintéressant pour les adultes. Les personnages sont plutôt bien animés, j'ai bien aimé leur design, notamment pendant la phase de casting à un moment dans le film. C'est vrai qu'il y a aussi un creux dans le récit où là j'ai commencé un peu à décrocher, puis le film m'a repris. Et également il y a un twist final que beaucoup de gens qui ont vu le film m'ont dit je l'avais compris avant. Pas moi, oups. Mais le twist final m'a fait dire à la fin du visionnage du film, bah du coup ça mériterait un second visionnage. Mais le film globalement est bien sur plein de points, il n'y a pas grand chose à dire, à part peut-être oui ce petit trou au niveau du récit au milieu où j'étais un peu moins dedans. Globalement le film est plutôt bon et accessible à tout le monde. Et un dernier film dont je vais parler rapidement et qui va se classer dans C'était bien, Argylle avec Henry Cavill et Dua Lipa aussi. J'avais oublié qu'il y avait Dua Lipa dans Argylle. Non, je sais que le film s'est fait démonter au moment de sa sortie et que petit à petit, des voix se sont fait entendre comme quoi ça va finalement, vous abusez un peu. Moi, je trouve que Argylle, de mon avis purement personnel, c'est un film qui se prend vraiment pas au sérieux et il faut pas le regarder en se disant c'est un film sérieux. C'est un film où tout doit être cohérent de A à Z, les personnages sérieux, la moindre incohérence, c'est red flag, tranquille. Le réalisateur, dont j'ai oublié le nom, mais qui s'affiche à l'écran, je pense qu'il s'est beaucoup amusé à faire ce film. Et le casting aussi. Et le résultat est vraiment loufoque avec des plot twists à la pelle, des scènes d'action où tu te dis what the fuck, qu'est-ce qui est en train de se passer. Moi j'ai bien aimé la proposition d'Argylle. En tant que film qui se prend pas au sérieux, ça fait vraiment une bouffée d'air frais. Voilà, tu poses ton cerveau, tu le regardes, tu te dis ça n'a aucun sens, mais il m'embarque et même si ça a aucun sens, je suis et je rigole. Et en fait cette légèreté, cette espèce d'humour, de bonne humeur un peu qui transpire du film, pour moi ça vient gommer pas mal de défauts, ça vient en fait plutôt compenser, pas les gommer parce qu'ils existent toujours, mais ça vient compenser certains défauts du film. Et j'ai envie de dire aux gens, Argylle c'est fun. Là on n'est pas sur un bon film, puisqu'il y a plein d'incohérences, etc., etc. On est sur un bon moment. Comme j'en ai parlé au début, pour moi les films c'est à la fois des outils culturels et artistiques et des outils de divertissement. Et là pour le coup le film il remplit très bien son rôle de divertissement, parce qu'il est totalement barré. C'est pour ça que je vais le mettre dans C'était bien. On va parler un peu plus longtemps du prochain film. La zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Le film La zone d'intérêt traite du sujet des camps de concentration, mais sur un autre point de vue, puisqu'en fait on est en dehors du camp, dans le logement du chef du camp en fait. Donc on adopte clairement le point de vue de l'ennemi. Et en fait le film nous montre juste le
quotidien banal de ce chef de camp et de sa famille, alors qu'en fait il se passe des horreurs absolument horribles de l'autre côté du mur. Et en fait tout ça c'est induit par le son. Il y a un gros effort sur le mixage et le montage du son, et aussi par des petites choses qu'on peut voir au loin, notamment par exemple de la fumée. Le film joue sur des détails pour induire l'horreur. Par exemple, au début du film, bon je crois que ça arrive dans les 10 premières minutes, la famille du chef de camp reçoit tout un stock de chaussures. Bon, tu comprends d'où ils viennent, c'est jamais dit, il me semble que c'est pas dit à ce moment-là, mais tu comprends d'où viennent les chaussures. Donc c'est un film qui, par plein de petits détails, va donner des petites touches de malaise, avoir ce quotidien presque banal, alors qu'en fait ce sont des monstres qui vivent juste à côté d'un camp, où il y a des horreurs qui sont perpétrées, et ils vivent une vie totalement banale, ils font leur jardin, ils vont dans leur piscine. C'est un film, je pense, qu'il est intéressant de montrer, surtout à des gens qui justement sont en train d'étudier cette période historique. Mais en tant que film, c'est le premier que je vais mettre dans cette catégorie. Artistiquement, c'est intéressant, mais sinon c'est pas mon délire. Vraiment, je vous le conseille si la période vous intéresse, si c'est un sujet historique qui vous intéresse. Ça fait adopter un autre point de vue, et ça, je pense, ça n'a jamais été fait au cinéma, de cette manière-là en tout cas. Et vraiment artistiquement, l'utilisation du son, l'imagerie qui peut être utilisée à certains moments aussi, c'est vraiment très intéressant. Mais voilà, en termes d'immersion, le film par exemple choisit de ne pas mettre de musique. Ça renforce du coup le côté un peu isolement et le fait de rester avec cette famille pris au piège en fait. On n'a même pas d'échappatoire artistique avec la musique, on est là, on est piégé et on peut rien faire d'autre. Mais c'est vrai qu'en termes de rythme, en termes d'immersion, j'ai eu du mal à me mettre dedans. J'ai vraiment eu du mal à me mettre dedans. Comme je vous l'ai cité, le film a énormément de qualité, mais à part ça, moi j'ai pas réussi à me mettre dans le film et à, je pense, l'apprécier et à le comprendre à sa juste valeur. Pour autant, je vous le conseille, comme je vous l'ai dit précédemment, si c'est une période qui vous intéresse ou si vous êtes juste curieux de voir ce qui a pu être fait par rapport à ce que je viens de vous dire. Je ne dirais jamais que La Zone d'intérêt c'est un mauvais film, très clairement. Je dirais juste que c'est pas mon genre de film. Ok, on va attaquer un gros morceau. Le Comte de Monte Cristo. C'était génial, Le Comte de Monte Cristo, c'était vraiment génial. J'avoue que au début, sur le début du film, je tâtonnais un peu. Je me demandais où est-ce qu'ils allaient nous emmener. J'avoue que je connais pas forcément l'histoire du Comte de Monte Cristo de base du livre, mais la bande-annonce m'a bien intrigué, le casting également, et pas que Pierre Ninet, puisqu'on a aussi Laurent Lafitte, Bastien Bouillon, Anna Maria Bartolomei, enfin on a tout un casting qui moi m'intéressait vraiment, et je voulais voir ce que ça allait donner. Et bah c'est génial, vraiment le Comte de Monte Cristo c'est génial, et je suis content que ce genre de film fasse des millions d'entrées, parce que ça montre qu'on est capable de faire des films de 3 heures, qui sont des adaptations de bouquins, avec un casting bon qu'on retrouve dans beaucoup d'autres films français, mais qui fonctionne super bien, avec une très belle musique, avec de très beaux plans, un soin sur la photographie, les décors aussi, les châteaux, le port, enfin la ville, enfin... Tout dans le Comte de Monte Cristo est vraiment super bien mené. Le récit, les 3 heures, tu les vois pas passer. Tu es embarqué dans cette histoire de vengeance et tu te demandes jusqu'où ça va aller et comment il va l'acheminer, comment est-ce qu'il va arriver à ses fins. À des moments, tu te dis aussi que le personnage donc du Comte de Monte Cristo est un peu à la limite de ce qui est faisable et du coup, tu as un peu quand même une réflexion sur le personnage et tu te dis il est quand même un peu en train de manipuler les deux jeunes. Non, finalement, il les apprécie vraiment. Et en plus, le film m'a chopé assez rapidement dans son récit et du coup, je le trouve très efficace en termes d'immersion, en termes de montage, en termes de rythme. Il y a des scènes qui sont assez marquantes. Je pense à la scène du dîner où Edmond Dantès raconte une histoire. Ceux qui ont vu le film voient de laquelle je parle. Tout le début où il est emprisonné, je m'en rappelle encore très bien. La fin avec le duel à l'épée. En fait, là où le film gagne vraiment, enfin, où il a vraiment gagné sur moi, c'est au niveau de l'immersion et au niveau du fait que, pas tu t'attaches au personnage, mais tu as envie de voir jusqu'où il va aller, s'il va mener tout ça à bien, s'il va réussir à mener sa quête de vengeance comme il faut et à aller jusqu'à là où il veut aller. Et d'un autre côté, t'as envie de le voir dans ses retranchements, de voir quand il est en difficulté, quand il sent que son plan est à la limite d'échouer. Enfin, le personnage d'Edmond Dantès dans ce film-là est vraiment super. Et je vous avoue que j'ai pas vu d'autres adaptations du Comte de Monte Cristo auparavant, donc je ne sais pas si c'est général qu'il soit un peu comme ça, mais je trouve que la manière dont ils ont amené le personnage
est vraiment top et limite le film m'a donné envie de lire le bouquin alors que je ne suis pas un très grand lecteur. Du coup vous comprendrez bien que je parlerai pas de la qualité de l'adaptation, ça va de soi. Mais voilà, le film est excellent en termes de casting, il est excellent en termes de musique, il est excellent en termes de comment il manie son récit, il est excellent au niveau des plans et au niveau des décors. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus ? Le Comte de Monte Cristo, c'est incroyable, et si vous pouvez le voir sur grand écran, regardez-le sur grand écran. Ok, on a parlé d'un film qui a fait des millions d'entrées en France, parlons du film qui a fait le plus d'entrées en France cette année. Un petit truc en plus, et bah je suis content que ce soit ce genre de comédie qui fasse des millions et des millions d'entrées. Je vais le mettre dans C'était bien. Et là pour le coup je vais refaire la séparation que j'ai déjà fait plusieurs fois dans cette vidéo entre l'œuvre artistique et l'outil de divertissement. Un petit truc en plus, c'est un très bon divertissement. Ce que j'ai bien aimé déjà sur un petit truc en plus, c'est que tu sors pas du film en ayant eu l'impression de t'être fait bassiner de leçons de vie ou d'avoir vu un film de prévention ou je ne sais quoi. Non, c'est vraiment un film où ça traite de handicap, ça montre le handicap, mais à aucun moment ça ne vous dit faut faire ci, faut faire ça par rapport à des personnes atteintes d'handicap. Et pour moi, c'est la meilleure manière de montrer les choses et de dire ce qu'a voulu dire Artus dans son récit. Pas besoin de forcer, les personnes atteintes de handicap, il y en a partout et bah elles sont dans la vie quotidienne de tout le monde en fait. Donc on va montrer juste leur quotidien et c'est une très bonne idée. Il y a des moments touchants, il y a des moments drôles où j'ai vraiment rigolé et pas juste souffler du nez. Cette petite troupe elle est très attachante et on se laisse embarquer volontiers dans le récit. Honnêtement j'ai pas forcément plus à dire sur un petit truc en plus, à part que c'est un film qui fait très bien son travail et qui, sans chercher à révolutionner le 7e art, et c'est pas du tout l'objectif, amène un résultat positif, amène un film qui est super appréciable à regarder, qui pareil est léger, qui se veut pas lourd sur le sujet, et qui, je pense, mérite de faire des entrées comme il a pu en faire. Donc si vous n'avez pas vu un petit truc en plus, je vous le recommande. Est-ce qu'après ça je vais enchaîner sur un film français, un autre film français ? Oui, je vais enchaîner sur Monsieur Aznavour avec Tahar Rahim. Monsieur Aznavour, donc, qui est un film qui a été réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir, avec dans le rôle principal Tahar Rahim. Moi j'avais vraiment hâte de voir son interprétation d'Aznavour. Mais pour le coup c'est vrai qu'au niveau de la transformation physique, il y a des fois j'ai eu un peu plus de mal. Après le film, si vous voulez voir un biopic sur un artiste musical, bah il fait bien son taf. Pas besoin d'aller chercher plus loin, il fait vraiment son boulot de biopic d'artiste musical. Du début jusqu'au moment où il est au summum de sa carrière, le film traite bien l'histoire et on y retrouve également Bastien Bouillon qui joue dans Le Comte de Monte Cristo. Le casting joue bien, j'ai oublié le nom de l'actrice qui joue Edith Piaf mais il va s'afficher à l'écran. Et elle joue pareil vraiment bien. Globalement le film est bon, je le mettrai pas dans excellent, je le mettrai dans c'était bien. L'interprétation de Tahar Rahim, on en pensera ce qu'on veut je pense, mais moi ça m'a pas dérangé, j'ai même trouvé ça très bon, c'est du Tahar Rahim donc globalement il réussit à peu près partout. Maintenant c'est sûr que c'est pas un biopic qui va révolutionner l'art du biopic. Il y en a qui sont un peu plus originaux dans la forme comme dans le fond, par exemple Rocketman sur Elton John, je pense que c'est un très très bon biopic sur un artiste musical parce que il inclut les chansons de manière un peu comédie musicale dans la vie du personnage et pas le personnage vit quelque chose, en fait une chanson, vit quelque chose, en fait une chanson, vit quelque chose, en fait une chanson, etc. C'est un peu plus le cas dans Monsieur Aznavour. Après, ce que j'ai bien aimé, c'est que on est sur un biopic qui va pas cacher certaines choses, comme le fait que Monsieur Aznavour était quand même bien plus enclin à gérer sa carrière qu'à gérer par exemple sa famille, qu'il était très perfectionniste, qu'il était très à vouloir réussir coûte que coûte. Ça c'est bien qu'il l'ait montré dans le film, et d'un autre côté ça m'aurait surpris qu'il l'ait caché, et je pense que ce serait ressorti après peut-être dans des articles ou des choses comme ça, que ça a été édulcoré dans le film. Là c'est pas l'impression que j'en ai eu. Monsieur Aznavour donc c'est un bon film qui a pu sortir cette année. Et d'ailleurs je fais une aparté, je pense que au César, on pourrait avoir un duel Pierre Ninet, Tahar Rahim et une troisième personne que je mentionnerai peut-être dans la partie 2. En attendant, on va passer sur The Fall Guy avec Ryan Gosling et Emily Blunt. C'est un cascadeur qui va avoir un accident et va avoir sa vie chamboulée par la suite. Je résume très grossièrement. Le film, pour moi, ça devait être un film d'action et au final, c'était plus une comédie romantique.
Ça ne me dérange pas, c'est de style que j'aime bien. Mais là, pour le coup, un peu mitigé par The Fall Guy. Un peu mitigé parce que j'ai du mal à expliquer pourquoi je trouve The Fall Guy, mais en fait j'ai l'impression que j'y ai jamais vraiment cru à l'histoire qu'on essaye de nous raconter. Quand je parle d'histoire, je parle pas du scénario, hein, je parle vraiment du couple entre les deux personnages principaux, de l'humour global du film qui là n'a pas totalement fonctionné sur moi. Maintenant, il y a quand même de bonnes scènes, notamment sur la fin. En fait, le film m'a vraiment pris à partir du moment de la course-poursuite en bateau. Ceux qui ont vu le film, ils savent. Mais avant, j'étais un peu en mode... Bah, pas je m'ennuie, mais presque, quoi. Et à partir du moment de la course en bateau, il y a tout le rush final du film qui se met en place. Et là, c'est vrai que j'étais un peu plus dedans, et j'ai trouvé qu'en fait, à partir de ce moment-là, sur la deuxième partie du film, même artistiquement, le film gagne aussi en couleur, en manière d'être réalisé, etc. Du coup, c'est un peu un film un peu bipolaire, où la première partie, je me suis un peu ennuyé et j'y ai pas cru, et la deuxième partie, je la trouve bien menée, et plutôt à la fois bien en termes de divertissement et d'un point de vue artistique. Donc The Fall Guy, un peu mitigé globalement sur le film. Là où dans d'autres films, des points positifs passaient au second plan des points négatifs, là c'est quand même la moitié d'un film où j'ai bâillé et l'autre moitié où j'étais vraiment à fond. Donc est-ce que ça compense? Pas forcément. Peut-être qu'en le revoyant je serais un peu moins critique sur le film, mais de mon point de vue je l'ai pas apprécié plus que ça. Bon, je vais en faire encore deux. On va commencer par... Trap. Trap donc qui est juste ici, le petit film en rouge, réalisé par Night Shyamalan, qui a réalisé beaucoup de films précédemment, hein. Je vous en mets quelques-uns à l'écran. Voilà, donc le gars a réalisé pas mal de petits trucs. Et Trap, ça raconte l'histoire d'un tueur en série qui emmène sa fille à un concert et qui découvre qu'en fait c'est un piège. It's a trap. Et en fait, il y a tout un dispositif de police qui est mis en place pour le piéger. Comment va-t-il s'en sortir? Le film est globalement bon, c'est-à-dire que je trouve que c'est plutôt bien amené, contrairement à The Fall Guy dont je viens de parler. Je pense que la première partie est meilleure que la deuxième. L'acteur Josh Garnett, je crois que c'est ça son nom, joue incroyablement bien. Il est effrayant, notamment dans les scènes finales, où là vraiment je me sentais pas bien. La tension est efficace par moments, un peu moins dans d'autres. Je pense qu'aussi que certaines scènes de tension auraient été meilleures si elles avaient été peut-être un peu plus courtes. Après, comme je l'ai dit par exemple pour Anora, j'aime bien toutes les scènes qui sont en club, en boîte de nuit, parce que je trouve que l'esthétique et la lumière sont plutôt sympas. Et là on est dans un concert, donc pareil, esthétiquement il y a quand même des plans qui sont très cool. Par contre le défaut du film, ça reste des trous scénaristiques et des facilités incroyables, c'est-à-dire que si vous allez à un concert avec le dispositif de sécurité et celui du film Trap, fuyez parce que vous êtes en danger. Donc Trap, ça reste un bon moment malgré des fois où tu souffles un peu parce que scénaristiquement, bon, ça profite de facilités scénaristiques incroyables, mais en termes de tension, en termes de jeu d'acteur, je trouve que globalement, c'est plutôt efficace. C'est clairement loin d'être le meilleur film de Shyamalan, très clairement, mais ça reste mieux que d'autres films qu'il a pu réaliser récemment. Je pense à Old, où j'étais très très mitigé. Voilà, Trap, ça a des défauts, mais ça reste globalement plutôt cool. On va se faire un petit dernier du coup. Est-ce que je vais pas parler de Wicked? Wicked, actuellement au cinéma au moment où je tourne, que j'ai vu en avant-première en VO sous-titré français il y a un petit moment maintenant. Donc Wicked, ça se passe dans le monde du magicien d'Oz, et ça raconte les prémices et la montée en puissance de celle qui sera surnommée plus tard la méchante sorcière de l'Ouest. Avec un duo d'actrices principales, Cynthia Erivo d'un côté et Ariana Grande de l'autre, qui fonctionne super bien. Il faut savoir que j'aime bien les comédies musicales, mais que dans cette liste de films, il y en a qui ne m'ont pas plu, et Wicked n'en fait pas partie. Wicked m'a plu, j'ai passé un très bon moment en regardant Wicked, je me suis laissé emporter dans l'univers.
Je sais qu'il y a des gens qui disent que le film raconte assez peu de choses à part à la fin. Moi je dis que non, je dis que le film permet de développer justement les personnages, de développer cette amitié, de connaître un petit peu plus l'univers et les problèmes notamment un peu politiques en fait qu'il peut y avoir dans cet univers, même s'il est assez coloré. On a tous cette problématique autour des animaux qui là résulte clairement d'un enjeu politique en fait, et le film met en place des personnages assez hauts en couleur, assez rigolos. Vraiment je trouve que le potentiel comique d'Ariana Grande dans le film est énorme, elle est vraiment très drôle, les chansons sont très efficaces, les chorégraphies sont vraiment très cool. Wicked pour moi c'est vraiment réussi, vraiment le film te chope et t'embarque tout le long dans son monde, dans son univers, surtout que le monde du Magicien d'Oz c'est un monde qui esthétiquement me plaît alors que je le connais assez peu, donc moi ça m'a eu, et m'a même un peu touché par moments. Je me rappelle d'une scène de danse sans musique pour le coup, qui m'a particulièrement touché. J'ai pas ressorti de gros défauts à la fin du visionnage, enfin j'y ai réfléchi et je me suis dit y a rien qui est ou qui est mauvais, enfin tout est au minimum bon dans Wicked. Donc comme tout est au minimum bon et qu'on a même des choses qui sont excellentes et qu'en termes d'immersion ça m'a eu, pour moi ça va dans excellent. Ça bat tous les autres qui sont en dessous. Et quand je regarde la liste des c'était bien, je me dis oui, bien sûr, bien sûr que Wicked mérite d'être en excellent. Bon allez, j'en fais un petit dernier quand même. Je vous ai parlé de comédies musicales qui m'ont pas plu cette année. Il faut savoir que j'aime bien donc les comédies musicales, j'aime bien les films de procès, et j'ai beaucoup aimé le premier film Joker. Tout devait donc me faire aimer Joker 2, qui est la suite du premier Joker, un film avec une très grosse partie procès, et une comédie musicale. Pourtant Joker 2, je vais le mettre ici. Mais voilà. Je suis sorti comme ça de Joker 2. Je suis sorti de la salle, j'ai fait mais. En fait, le film souffre de la comparaison avec le premier. C'est-à-dire que dans le premier, soit tu t'attaches au personnage d'Arthur, soit tu veux voir jusqu'où il va aller, et tu constates sa descente aux enfers, mais il y a quelque chose qui fait que tu restes et que tu regardes ce qui se passe. En fait, là, pour le coup, le personnage est déjà développé par le premier film, et dans le deuxième, il lutte avec lui-même entre d'un côté Arthur Fleck et de l'autre le Joker. Et il va rencontrer le personnage d'Harley Quinn, donc joué par Lady Gaga, et vraiment, en fait, le récit ne m'a pas forcément intéressé. En termes d'immersion, j'étais moins dedans. Le fait que ce soit un peu plus sans huis clos et pas dans le Gotham qu'on a pu connaître dans le Joker 1, ça m'a un peu refroidi. Après, c'est des choix qui ont été faits par la réalisation pour le scénario, donc je leur jette pas la pierre, c'est juste qu'en termes de sensibilité personnelle, ça m'a pas touché. L'histoire qui était racontée, la relation avec Harley Quinn, c'est pas que j'y croyais pas, mais c'est que ça me transportait pas, ça m'a pas chopé comme d'autres histoires ont pu le faire cette année. C'est ça en fait, l'histoire, le récit, ça m'a pas eu. En fait, j'ai l'impression que le film a stagné pendant un très long moment, avant à la fin d'essayer de tenter quelque chose avec le personnage du Joker, et d'ailleurs la fin au final m'a même pas surpris, alors que beaucoup de gens se sont dit « Quoi, ils font finir le film comme ça ?» Moi j'ai été tellement pas dedans que j'ai même pas été surpris par le final. Et surtout, les scènes de danse et de musique ne sont pas nécessaires en fait dans le film, elles ne sont pas nécessaires. Quand tu fais une comédie musicale, normalement tu essayes d'intégrer tes scènes de danse et de musique pour qu'elles veuillent signifier quelque chose. Et là t'as juste l'impression que ces scènes-là c'est juste un délire d'Harley Quinn qui se fait kiffer. Non, moi j'ai besoin qu'on me raconte quelque chose à travers les musiques et qu'on m'indique quelque chose, ou qu'on me fasse voyager, ou qu'on me transporte. Là ça a pas marché. Les musiques m'ont pas transporté, ça. Pourtant le film, il a les qualités du premier. Graphiquement, esthétiquement, il fait plein de choses super bien, mais c'est son récit, la manière dont il gère ses personnages, la manière dont il gère le côté comédie musicale qui, moi, m'ont pas plu. Pourtant, je le mets dans parce que ça reste le Joker, et le Joker, c'est quand même un personnage auquel je me suis bien attaché dans le premier film, et là, il y a toujours une attache, mais qui se détend un petit peu au fur et à mesure. Donc je le laisserai dans mais. Et je vais m'arrêter là, la suite dans la partie 2. J'ai beaucoup trop parlé, j'ai 1h30 voire plus de rush à dérocher. Ça va être chouette, j'espère que cette première partie vous aura plu. N'hésitez pas donc à donner votre avis sur les films en commentaire de manière constructive, s'il vous plaît. Et puis on pourra éventuellement en discuter. Et en attendant, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit j'aime sur la vidéo si ça vous a plu.
N'oubliez pas que l'avis que j'ai indiqué ne concerne que moi, et bien évidemment, vous êtes libre d'avoir votre propre avis. Et voilà, sur ces bonnes paroles, bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit. À la prochaine!